La voix lente des cavaliers suffit à remuer le cœur de ceux qui ne connaissaient pas la langue de ce peuple. Mais les mots allumèrent une flamme dans les yeux des gens de la marche, tandis que remontait lointainement à leurs oreilles le tonnerre des sabots du nord et la voix d'Éorle s'élevant au-dessus de la mêlée du chant de la Célébrante. Et l'histoire des rois se déroula de suite, et le corps de Helm retentit dans les montagnes jusqu'à ce que vint l'obscurité, que le roi Théoden se leva et chevaucha à travers l'ombre jusqu'au feu et mourut dans la gloire, au moment même où le soleil revenait contre tout espoir et luisait au matin sur le Mindoluin. Le retour du roi, livre 6e, nombreuses séparations. Parmi les rois de la marche, Helm Main-Marteau est l'un des plus légendaires. Les histoires et les mythes qui l'entourent ont marqué le Rohan. Dans cet épisode des Échos d'Imladris, nous allons approfondir la vie de Helm Main-Marteau, 9e roi du Rohan, et ainsi présenter l'histoire du prochain film du Seigneur des Anneaux, La guerre des Rohirrim. Attention, spoiler alerte. Avant de rentrer dans les détails de cette destinée royale, il est important de remettre un peu de contexte autour du Rohan à cette époque. Le Rohan est un royaume relativement jeune. Fondé vers 2509 du Troisième Âge, les ancêtres des Rohirrim appelés Éothéodes ont reçu les terres du Calenardon de la part de l'intendant du Gondor, Quirion, à la suite d'un serment d'alliance prononcé entre les deux peuples. Cependant, dans ces terres vivaient des hommes sauvages, les Dunlandais, qui ont développé une haine envers le peuple des chevaux. À l'époque du grand-père de Helm, le roi d'Éor, le Rohan subissait régulièrement des attaques dunlandaises. Ces incursions pointaient toutes vers une origine commune, l'Isengard. En 2710, D'Éor envoya une expédition au nord pour trouver des réponses et se retrouva face à l'Isengard qui avait été prise par les Dunlandais et leur servait de base forte. D'Éor fut incapable de les déloger et aucune aide ne fut possible, l'intendant Egalmoth du Gondor ne pouvant le soutenir. Petit aparté concernant Isengard. Cette construction est d'origine gondorienne, tout comme le gouffre de Helm. À l'origine, ces deux forteresses étaient sous le contrôle du Gondor. Mais Aglarond, également connu comme les Cavernes Brillantes, fut donné avec les terres du Calenardon aux Éothéodes, ce qui comprenait la forteresse de Southburg, futur Fort-le-Corps. Cette dernière était située à proximité immédiate des cavernes. Du côté de l'anneau de l'Isengard, il resta sous contrôle gondorien, mais au fil des ans, la lignée des gardiens se perdit et les Dunlandais la réclamèrent pour eux. Isengard et le futur gouffre de Helm permettent une surveillance de la trouée du Rohan. Sans cette surveillance, le Rohan est vulnérable aux attaques potentielles. Cela a posé des problèmes pendant le règne de D'Éor, de son fils Gram et de Helm, car les Dunlandais ont effectué des attaques répétées. Helm devint roi en 2741 du Troisième Âge, succédant à son père à l'âge de 50 ans. Nous ne disposons d'aucune information concernant son épouse, mais il a eu 2 fils, Aleth et Hama, ainsi qu'une fille dont le nom demeure inconnu. Helm était réputé pour sa force et sa rudesse. En raison du climat instable qui régnait dans le Rohan, Helm convoqua un conseil auquel participaient plusieurs seigneurs du Rohan. Il invita notamment Freka, le seigneur des terres des 2 côtés de l'Adorn et à l'ouest de la trouée du Rohan. Établi à la source de l'Adorn, Freka avait construit sa forteresse et était devenu riche. Des rumeurs circulaient sur les origines de Freka, affirmant qu'il avait du sang dunlandais dans les veines, ce qui était peu commun pour un Rohirrim. Cette hypothèse était renforcée par la couleur de ses cheveux sombres. Freka prétendait cependant être le descendant du 5e roi du Rohan, Freawin. Helm ne portait pas Freka dans son cœur et se méfiait de lui. Ce dernier n'accordait que peu d'attention au roi et ne se rendait au conseil que lorsqu'il le souhaitait. C'est en 2754 que Freka décida de répondre à l'appel de Helm et arriva au conseil accompagné d'une compagnie d'hommes. Son but était clair, demander la main de la fille de Helm pour son fils Wulf. Devant une telle demande, Helm lui dit « Tu as pris de l'envergure depuis la dernière fois qu'on t'a vu ici, mais c'est surtout de la graisse, je suppose. » Freka se mit à rire comme il avait de l'embonpoint.
Puis ses rires se transformèrent en colère et en haine. Il ajouta « Un vieux roi qui refuse le bâton qu'on lui tend peut se retrouver à genoux. » Dans un premier temps, Helm mit fin à cette discussion, prétextant que le conseil devait encore discuter d'affaires majeures. Puis à la fin du conseil, Helm vint poser sa main sur l'épaule de Freka, lui intimant ceci. Le roi ne tolère la bagarre entre ses murs, mais les hommes sont plus libres dehors. Freka dut se lever, marcher devant Helm. Ils se rendirent en dehors des murs d'Edoras, dans les prairies verdoyantes. Certains hommes de Freka voulurent les suivre, mais Helm leur déconseilla. Nous allons discuter entre nous d'une affaire privée. Les hommes de Freka, voyant qu'ils étaient clairement en sous-nombre face à l'entourage du roi, laissèrent les deux seigneurs partir. Eh bien, Dunlandais, tu n'as plus que Helm devant toi, seul et non armé. Mais tu en as déjà beaucoup parlé. Et c'est à mon tour. Freka, ta folie a grandi en proportion de ta bedaine. Tu parlais d'un bâton ? Si Helm voit un bâton crochu qui le harcèle, il le casse, comme suit. Et sur ces paroles, Helm lui asséna un tel coup de poing dans le visage que Freka s'écroula, mort. À la suite, Helm déclara le fils de Freka, Wulf, ainsi que ses alliés proches, des ennemis du roi et des hors-la-loi du Rohan. Les hommes de Freka s'enfuirent rapidement d'Edoras, car Helm avait déjà sommé ses cavaliers de partir vers les marches de l'ouest. 4 années plus tard, en 2758, le Rohan se trouva confronté à une situation précaire. Le Gondor était également sous l'assaut de multiples attaques, avec 3 flottes de corsaires d'Umbar les agressant. Le Rohan et le Gondor étaient tous les deux vulnérables, sans aucune aide extérieure. Les corsaires ont attaqué l'est du Rohan en remontant le fleuve Lefnui, tandis que les Dunlandais ont profité de ces attaques pour franchir l'Isen en descendant depuis l'Isengard. Le Rohan a rapidement appris que Wulf était derrière tout cela et qu'il avait formé une alliance avec les ennemis du Gondor débarquant aux bouches du Lefnui et de l'Isen. Le peuple des chevaux a subi de lourdes pertes et leur pays fut envahi. Ceux qui n'ont pas été tués ou faits esclaves ont pu fuir dans les montagnes. Helm a été repoussé des passages de l'Isen lors d'une première bataille avec de lourdes pertes. Il a été contraint de se retrancher derrière les murs de Fort-le-Corps ou Ferté-au-Corps dans la nouvelle traduction. Certains Rohirrim, dont Frealaf, le fils de Hild, qui était la sœur de Helm, ont fui à Dunharrow. Wulf assiégea Edoras, s'installa sur le trône de Ménucelt et se déclara roi du Rohan, usurpant le trône. C'est pendant l'assaut de la capitale que Haleth, le dernier survivant de tous, fils de Helm, tomba lors de la défense des portes. Pendant ce temps, le Southburg, connu plus tard sous le nom de Gouffre de Helm, a subi des assauts répétés. La situation, déjà difficile en Terre du Milieu, fut aggravée par des conditions climatiques hostiles. Une période appelée le long hiver, de novembre 2758 à mars 2759, laissa plusieurs régions sous la neige pendant 5 mois, y compris l'Eriador, le Rohan, Dunland et une partie du Gondor. Les 2 camps impliqués dans la guerre souffrirent des conditions climatiques rigoureuses et de la famine qui en découla. Au gouffre de Helm, la disette s'intensifia après la célébration de Yule, une fête d'origine humaine marquant le retour du soleil. Peu de temps après le solstice d'hiver, Hama, fils cadet encore en vie de Helm, plongé dans le désespoir, prit l'initiative de diriger un petit groupe d'hommes à la recherche de nourriture, et cela contre l'avis de son père. Il dit qu'ils moururent perdus dans la neige. Consumé par l'affliction, le deuil et la faim, Helm devint inexorable et émacié, creusé par la famine. Sa simple vue faisait naître la peur en tous. Vêtu de blanc, il avait l'habitude de sortir seul de la forteresse, tel un troll des neiges, et de rôder dans les camps ennemis, anéantissant ses adversaires à main nue. Il avait en sa possession un grand corps, et avant chaque sortie, il le faisait résonner dans tout le gouffre. Cette pratique avait pour effet de conditionner ses ennemis, qui au lieu de se regrouper et de le défier, préférait s'enfuir de la combe. Certains disaient que s'il ne portait aucune arme, aucune ne pourrait le toucher. Et l'on raconte que s'il ne trouvait rien à manger, il dévorait ses victimes humaines. Au cours d'une nuit, le son du corps retentit, suscitant la crainte de tous.
Mais Helm ne revint pas de son expédition. Au matin, le soleil se leva, illuminant la plaine pour la première fois depuis des mois. C'est alors que les hommes virent une forme blanche, solitaire, debout, là, derrière le fossé. Helm se tenait immobile et droit comme une pierre. Même dans la mort, il ne fléchit pas. Ses genoux étaient gelés. Ainsi, la lignée d'Eorl le Jeune, la première des rois du Rohan, prit fin avec la mort de Helm et de ses fils Aleth et Ama. Malgré sa disparition, certains prétendent que le son du corps retentit encore certains soirs et que l'esprit de Helm hantait les camps ennemis du Rohan où la peur et la terreur s'abattaient sur les troupes ennemies. La longue saison hivernale toucha enfin à sa fin. C'est alors que Frealaf, neveu de Helm et fils de Hild, descendit de Dun Harrow, où quelques Rohirrim s'étaient réfugiés. Dans une tentative désespérée, accompagné d'un petit groupe d'hommes, Frealaf se lança vers Edoras. À leur arrivée, ils surprirent les Dunlandais, occupant la cité, et les vainquirent. Frealaf réussit à tuer Wulf, l'usurpateur, dans la salle du trône de Méduselt, récupérant ainsi la souveraineté et la ville d'Edoras. La fonte des neiges avait provoqué des inondations à certains endroits où les corsaires s'étaient installés, les obligeant à fuir ou à finir noyés. Finalement, le Gondor envoya de l'aide au Rohan, permettant l'expulsion de tous les Dunlandais à la fin de l'année 2759. Frealaf récupéra l'Isengard et fut couronné roi du Rohan, inaugurant ainsi la deuxième lignée des rois de la Marche. Le corps de Helm fut transporté à Edoras pour y être enterré sous le 9e tertre, près des rois qui l'avaient précédé. Là, les Simbelminés blancs y poussèrent en si grand nombre que l'on pouvait croire la tombe couverte de neige. Le Rohan, qui avait été meurtri par la guerre, mit du temps à recouvrer sa force d'antan. Heureusement, aucune menace ne vient les ébranler. Ce n'est qu'à l'époque du roi Folswine, le 14e roi du Rohan et arrière-grand-père de Théoden, que le pays fut pleinement rétabli. Mais un événement important arriva le jour du couronnement de Frealaf. Un certain Saruman apparut pour la première fois, vantant le courage du Rohan et tous leurs exploits. Quelque temps plus tard, les clés d'Orthanc, restées intactes car aucun n'avait pu pénétrer dans la tour, furent données à Saruman par l'intendant du Gondor, Beren. L'Isengard, malgré les années, était toujours considérée comme une forteresse gondorienne. Au départ, Saruman semblait être un seigneur des hommes, un vrai soutien du Gondor et surveillant du Rohan, permettant à l'Isengard de ne pas être reconquis. Au départ, sans doute était-il un vrai allié, mais son dessein premier se révéla petit à petit. En s'installant en Isengard, Saruman était à la recherche de la pierre de vision, le Palantir, dans l'intention de l'utiliser pour ses propres projets. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Ici se finit le récit de la guerre des Rohirrim et du légendaire roi Helm Main-Marteau. Je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.